Merci de rester fidèle à Cherifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À une semaine de la fête de Tabaski, connue sous le nom de la fête des moutons, c'est devenu une tradition pour tout chef de famille d'acheter son mouton pour le plaisir de sa famille. Les commerçants de bonne foi ont jugé nécessaire de trouver une solution pour que la fête soit belle. Reportage Ibrahim Koulibaly avec la voix de Amadou Diara. La fête des moutons se profile à l'horizon. À quelques jours de la Tabaski, se procurer un mouton est devenu quasiment impossible pour les chefs de famille tant les prix sont exorbitants. Une situation à laquelle on assiste pratiquement chaque année en raison de la flambée des prix inhérente au transport du bétail et parfois aux conditions souvent difficiles d'élevage. Bon, en réalité, moi je trouve que les moutons sont un peu chers par rapport à l'année dernière. L'année dernière, moi j'avais acheté un mouton à peu près à 75 000. Et cette année, je suis venu, ils m'ont montré un mouton de ce genre à 125 000. Je trouve que le prix est un peu exorbitant. Oui, je vais acheter comme chaque année. Bon, on a une relation avec M. Dramé là. Et chaque année, il nous offre des moutons. Donc, on le prend en crédit. Donc, chaque mois, la retenue est faite à la sauce, quoi. Il y a à peu près une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Bon, vraiment, ces moutons, quand même, c'est des moutons de très bonne qualité. Vu la pauvreté, là, c'est pas du tout facile à acheter un mouton à 125 000 francs. S'ils pouvaient diminuer un peu le prix du mouton, ça nous fera plaisir. Donner la possibilité aux acheteurs d'acquérir le mouton à moindre coût, tout en leur offrant un mode de paiement par tranche, est une des meilleures astuces trouvées par ce commerçant pour écouler en grand nombre sa marchandise. Malgré cette bonne initiative de ce commerçant, la cherté de la vie actuelle reflète la réalité de cette timidité sur les marchés du bétail et par ricochet une grave incidence sur les préparatifs de cette fête de Tabaski. Bon, il est dit tous les clients qu'il est bien certifié. En tout état de cause, les marchés sont suffisamment inondés de moutons et la mobilisation risque de s'amplifier jusqu'à la veille de la fête où les acheteurs espèrent voir les prix baisser pour une meilleure offre. En attendant, les affaires pourraient bien profiter à M. Dramera avec sa bonne stratégie au profit des fidèles musulmans. Bonne fête des moutons, bonne fête de tous les Maliens, bonne fête de tous les musulmans. Cérémonie de validation du bureau du groupement des leaders religieux de Kati. Il est composé de 79 membres. L'événement s'est tenu samedi dernier au stade Mamaïra de Kati en présence de plusieurs personnalités religieuses dont le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, Bourama Diara et Karim Samaki. La délégation du président du groupement des leaders spirituels musulmans et religieux du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, a été bien accueilli par les Katois pour cette cérémonie de validation de leur bureau. Je suis très content aujourd'hui pour la mise en place de ce bureau concernant Kati. En tant que musulman aussi, je lance un appel au niveau de la jeunesse. Bon, nous sommes des jeunes et puis musulmans aussi, on a qu'à se réunir, donner des idées qui peuvent conforter la religion musulmane, montrer à la jeunesse que la religion musulmane c'est quelque chose qui est là pour le bien de tout le monde. Bon, d'abord, je peux dire que ce bureau est là, plus précisément pour la jeunesse d'abord, parce que la jeunesse c'est la base de l'humanité. Si la jeunesse est éduquée, on peut dire que notre pays a un bon avenir. Donc c'est la jeunesse qui est concernée, je peux dire. Comment préserver l'image pacifique de l'islam? C'est dans cette optique que le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a été créé. Je remercie la population de Kati pour cette mobilisation autour du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Bon, après cette mise en place, j'ai un sentiment de satisfaction. Parce que j'ai vu la mobilisation générale de tout le monde, de toutes les autorités administratives, locales et religieuses et coutumières. Donc vraiment, les femmes sont sorties, tout le monde est sorti, donc sentiment de satisfaction. Ce que j'ai à dire aux jeunes juste, c'est de respecter les principes religieux, respecter les parents et se donner au travail. Parce que c'est seul le travail qui libère l'homme. Si on ne veut pas mourir esclave ou bien vivre esclave durant toute sa vie, donc il faut travailler. Donc celui qui travaille, qui respecte les principes religieux, qui respecte ses parents. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a un seul principe. Nous prônons un islam pacifique, un islam de paix tolérant, un islam qui vit avec les autres religions pacifiquement et qui souhaite une bonne collaboration religieuse dans la société. À l'issue de cette cérémonie, la composition du bureau local de Kati a été révélée au public.
puis une validation sous la houlette du président du Bureau national, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Au Gabon, la situation ne s'arrange pas pour le camp Bongo. Lundi, le ministre de la Justice a annoncé sa démission. Il souhaite enfin pouvoir bénéficier de sa totale liberté. Commentaire Amadou Diarra. En ce début de semaine au Gabon, la situation semble bien précaire et contre toute attente, le ministre de la Justice, non moins deuxième vice-premier ministre gabonais, a annoncé sa démission en début de soirée ce lundi 5 septembre. La défection de cet homme clé dans l'appareil d'État est un véritable coup de poignard dans le dos pour Ali Bongo, car, rappelons-le, M. Séraphin Mondonga est l'un des rares à l'avoir accompagné depuis 2009 et durant tout son septennat. Pour ma part, la sécurité est indispensable à notre vivre ensemble. La paix est sacré. Tout doit donc être fait par tous pour les rétablir pacifiquement, car tous ceux qui se cassent, pillent, blessent ou assassinent sont aussi coupables et condamnables que ceux qui, par des actes d'oppression, d'atteinte à la dignité humaine, à la vie ou à la sûreté, poussent le peuple à la révolte. Si après le redécomptage, les résultats annoncés sont confirmés, le PDG en sortirait grandi et son candidat conforté, tandis que l'opposition n'aura plus à redire. Si, par contre, les résultats publiés sont infirmés, le PDG devra tirer les conséquences en inscrivant son action future dans une posture d'une opposition en quête d'une reconquête d'un pouvoir qu'elle aura été incapable de conserver, faute de faire régner parmi et au sein du parti l'unité nécessaire à faire en sorte que le PDG puisse demeurer un parti fort. En l'espèce, le président Ali Bongo Ondimba aura le loisir soit de continuer à diriger le Parti démocratique gabonais, mais en redémocratisant les règles d'organisation et de son fonctionnement, soit d'aller prendre son siège à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 7 de la Constitution. Face à l'obstination à refuser le recomptage, tout en s'agrippant par la force au pouvoir, au péril du peuple ainsi opprimé, j'ai décidé, ce jour, lundi 5 septembre 2016, d'aider le peuple opprimé à recouvrer son entière souveraineté sur le cours de la vie publique gabonaise et avec mon ONG Unité que j'ai créée. Par conséquent, je me décharge de mes fonctions gouvernementales et je prends congé du Parti démocratique gabonais tout en évitant tous ceux qui, au sein du PDG ou ailleurs, ont une confiance en ma personne, mes parents, mes amis et tous mes alliés, qu'ils soient au Gabon, à l'extérieur du Gabon, sur toute l'étendue de la planète Terre, dans les eaux et dans les océans, à faire autant en choisissant le camp de la démocratie, le camp de la paix, pour que la paix puisse continuer à régner dans notre pays et que la démocratie puisse triompher. Par ailleurs, les autorités françaises, par la voix du chef de la diplomatie, se disent très préoccupées par le sort de plusieurs de leurs compatriotes dont elles sont sans nouvelles depuis l'éclatement de cette crise post-électorale. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée toujours Amadou Diarra. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra vient de conclure son deuxième voyage en région avec comme objectif de rassurer et de prouver que l'État est présent dans la région de la Haute-Koto, dans le nord-est du pays, une région encore largement sous la mainmise des ex-Séléka. Bria est donc la deuxième ville du pays visitée par le président depuis son élection au printemps 2016. Lors de cette visite express, notamment écourtée à cause du climat, le professeur président en a profité pour multiplier les bains de foule, rencontrer les membres de la société civile et notamment répondre aux inquiétudes des autorités locales qui se sentent abandonnées. Un peu plus tôt dans la matinée, le chef de l'État centrafricain s'est entretenu avec des responsables des groupes armés, notamment des ex-Séléka, inscrits dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, DDR. Le président a également promis de faire une visite par mois dans les régions jusqu'à la fin de son quinquennat.
Au pays des hommes intègres, tous les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, du moins ceux qui résident encore au Burkina Faso, étaient priés de se présenter ce mardi dans les locaux de la gendarmerie nationale. Depuis leur mise en accusation en juillet 2015 par les députés sous la transition, ils seront entendus dans le cadre de l'enquête sur l'insurrection populaire qui a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. Des convocations leur ont été adressées en exécution d'une commission rogatoire de la Haute Cour de justice qui enquête sur les victimes de l'insurrection populaire. Tous ces dignitaires du régime de Blaise Compaoré seront entendus sur leur rôle dans le projet de modification de la Constitution en 2014. Sous la transition, les députés avaient accusé l'ancien président et son gouvernement de s'être entêtés à mettre en œuvre sa volonté de modifier la Constitution. Les députés du Parlement intérimaire avaient notamment adopté une résolution mettant en accusation l'ex-président burkinabé devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. En Zambie, le président sortant Edgar Lungu va pouvoir prêter serment, malgré la contestation suscitée par sa réélection le mois dernier. Alors, la Cour constitutionnelle a définitivement validé lundi 5 septembre sa victoire lors de la présidentielle. Pour les autorités, en tout cas, le débat semble clos. Dans la foulée, elles ont fixé au 13 septembre la date de prestation de serment d'Edgar Lungu pour un nouveau mandat de 5 ans qui débute donc dans un climat tendu. Lors des manifestations de mi-août, au lendemain de l'annonce des résultats, plus de 150 personnes avaient été arrêtées dans plusieurs villes du pays. Dans le carnet santé d'aujourd'hui, on s'intéresse à une maladie qui fait beaucoup de ravages dans notre pays, principalement chez les femmes. Plus de 1400 cas, dont 1100 décès par an. Le cancer du col de l'utérus est sexuellement transmissible et le Mali fait partie des pays qui ont le taux de prévalence le plus élevé. Suivons ce reportage. C'est une pathologie mortelle qui a fait plus de victimes dans notre pays. Le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Les causes sont des infections répétées, la sexualité précoce, les microtraumatismes pendant l'accouchement. Elle se manifeste par des saignements au moment des relations sexuelles. Autres signes sont des pertes blanches. Une phase terrible de cette maladie est l'apparition de la fistule obstétricale entre le rectum et le vagin. Que faut-il faire quand on aperçoit ces signes? Chaque fois que ce genre de tumeur maligne se développe au corps, aux dépens du col de l'utérus. L'utérus étant cet organe-là qui est destiné à abriter la grossesse pendant 9 mois. Sa partie qui est au-dessus du vagin est ce qu'on appelle le col. Donc, chaque fois que ces tumeurs malignes se développent aux dépens du col de l'utérus, on parle de cancer du col. Aujourd'hui, la phrase magique est de considérer que le cancer du col est une maladie sexuellement transmissible. Parce qu'on sait que c'est un petit virus qui en est l'agent responsable principal. Ce virus s'appelle le Human Papillomavirus, que nous abrévions HPV. Ce virus s'acquiert au cours des contacts sexuels. La femme qui a commencé la sexualité très tôt au cours de sa vie va avoir la chance d'être en contact plusieurs fois avec le virus. Donc, la probabilité pour qu'elle développe ce cancer-là va devenir plus élevée. Pareil, la femme qui a fait plusieurs accouchements a plus de risques d'avoir ce cancer parce qu'au cours de l'accouchement, il y a de microtraumatismes qui se créent au niveau du col qui vont favoriser le fait que si le virus est présent, il peut pénétrer en profondeur dans le col et induire ces transformations malignes. Aussi, les femmes qui font plusieurs fois des infections génitales répétées sont à risque plus élevé parce que ces infections-là vont créer des microtraumatismes au niveau du col et vont favoriser le fait que le virus puisse induire ces transformations. Chaque année, au Mali, nous enregistrons en moyenne 1400 nouveaux cas de cancer du col. Pour lutter contre ces fléaux, le cancer du col de l'utérus est une maladie préventive. Elle peut être complètement soignée. Cette maladie est accessible à la prévention. Et que la prévention qui est disponible
et facile à avoir chez nous, c'est ce qu'on appelle le dépistage du cancer du col par les méthodes d'inspection visuelle. Et depuis 2006, une politique générale de dépistage existe dans notre pays, dans toutes les structures sanitaires. La balle est donc dans votre camp, mes chères dames. Depuis l'année 2006, nous avons mis clairement, noir sur blanc, que le dépistage du cancer du col par les méthodes d'inspection visuelle que j'ai bien expliqué pendant la causerie, que ce dépistage doit être systématique dans toutes les structures de santé du Mali, quel que soit le niveau de la pyramide sanitaire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits à 21h avec le JT Bambara présenté par Kafouné Bachili. Bonsoir.